C'est l'heure de notre second débat de ce Sens Public qui porte sur l'inflation. Elle se maintient à des niveaux élevés, près de 5% en août par rapport au mois d'août de l'année précédente. Le pouvoir d'achat des Français baisse, la pauvreté augmente. Le gouvernement, évidemment, cherche des solutions. Elisabeth Borne a notamment annoncé vouloir interdire la shrinkflation, cette manip de certaines marques qui réduisent la quantité de produits dans un emballage sans réduire le prix. Je sais pas, on va dire 330 grammes de céréales dans un paquet qui en faisait 400 auparavant. Audrey Vétaz. Au premier coup d'œil, ces deux boîtes de lait en poudre sont identiques. Même emballage, même taille, mais leur poids est bien différent. 900 grammes de produits dans l'une, 830 dans l'autre. Moins de produits, vendus plus cher au kilo donc. La technique porte le nom de shrinkflation, contraction du mot inflation, et de shrink, réduire en anglais. Papier toilette, les protège-clips, tout ça, tout a diminué d'épaisseur, etc. Donc ça se voit. Ils augmentent les prix, mais ils baissent la qualité et la quantité. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas bon, hein, quoi. Ils profitent, quoi. C'est pas normal, quoi. Une méthode qui passe mal chez les clients en cette période d'inflation, mais qui est pourtant utilisée depuis les années 2000 par les industriels pour changer de recette, maintenir des prix fixes, voire même faire des économies. Ce jour-là, l'enseigne Carrefour a décidé de les montrer du doigt avec ses affichettes orange. Ce sont des affichettes qui vous donnent l'information que le produit qui est présenté devant vous a fait l'objet de shrinkflation. Si on ne vous le dit pas, vous ne le savez pas. Et nous, on a considéré que dans notre enseigne, on avait construit une relation avec nos clients qui est basée sur de la confiance et de la transparence. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité identifier 26 produits dans l'ensemble de nos rayons qui sont concernés par de la shrinkflation. Un coup de communication. En tout, 26 produits sont concernés sur les milliers de références que compte le magasin. Je ne sais pas si ça changera grand-chose. Ça peut peut-être changer les rapports de force au moment des négociations de prix entre industriels et distributeurs. Ce débat vient en pleine négociation commerciale. L'inflation est forte, plus de 20% sur 2 ans. Il y a des demandes de renégociation, de terminer pour les industriels probablement avant la fin de l'année ou peut-être mi-janvier. Donc tout ça est un jeu aussi de communication. Il y a un jeu d'information légitime vis-à-vis des consommateurs, mais il y a aussi un jeu de communication des relations industrie-commerce et il ne faut pas en être dupe. De son côté, le gouvernement s'est emparé du sujet. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, promet un projet de loi d'ici le mois prochain pour forcer les industriels à communiquer quand ils rétrécissent leurs produits. Comment freiner l'inflation? Pourra-t-on retrouver un jour les prix de 2021? Tiens, pourquoi pas? On en débat avec Éric Heyer. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Pascal Ebel, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes économiste, directrice associée au cabinet de conseil en marketing Seaways. Rodolphe Bonas, bonsoir. Bonsoir. Le PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. On est également au téléphone avec Anne-Catherine Loisier, qui est sénatrice Union centriste de la Côte d'Or, vice-présidente de la Commission des affaires économiques et rapporteur des lois Egalim. C'était en 2018 et vous êtes en ce moment rapporteur du comité de suivi de la loi Egalim. On y viendra tout à l'heure. Bonsoir et merci à vous. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Bon, on rebondit sur le sujet d'ouverture de ce débat pour commencer avec ce mot horrible, shrinkflation. Éric Heyer, du mot rétrécir en anglais. J'ai pas encore trouvé de mot français. Il va falloir qu'on travaille un peu. Pardon ? Arnaque. Ah oui, ça on pourrait, ça c'est sûr. Arnaque, ça on est d'accord. Quand on fait les rayons des supermarchés, c'est le sentiment qu'on a. Est-ce que c'est nouveau, tiens, Éric Heyer ? Alors, voilà, je ne pourrais pas répondre avec une grande précision là-dessus, mais oui, j'imagine que tout de même, c'est une façon d'aborder les choses. Mais normalement, l'INSEE doit être un peu vigilante lorsqu'elle calcule, puisqu'elle essaie de regarder l'augmentation des produits, mais à qualité donnée et aussi à quantité donnée. Donc, ça normalement doit être pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. Et donc, ça, c'est ce qui est fourni tous les mois par l'INSEE. Alors ensuite, dans des magasins, est-ce que le consommateur fait bien la différence entre la quantité qu'il y avait avant et ensuite, ça, c'est un peu plus compliqué. Pascal Ebel, c'est légal parce que le prix à l'unité est noté sur l'emballage. C'est ça, c'est là-dessus que jouent les marques. Moi, il y a une question que je me pose, parce que là, on voit depuis quelques semaines, on va dire quelques jours, pas mal de reportages, un peu comme le nôtre, qui font la démonstration. Pour une marque, c'est calamiteux en termes d'image. Donc, quand on sait à quel point les marques sont sensibles à leur image aujourd'hui, pourquoi font-elles ça, quoi ?
Alors, ça vient vraiment d'un décret de 2007. Avant, on n'avait pas le droit, en fait. Et puis, en 2007, au niveau européen, un décret a permis de faire ce qu'on voulait sur les conditionnements. Et c'est à ce moment-là, et comme on était en pleine crise économique 2008, il y a déjà des marques qui sont faites épingler. Moi, je me souviens d'une marque française, une grande marque française. Et à ce moment-là, elle a été obligée de s'excuser. C'était les premiers cas. Et là, on voit aujourd'hui qu'ils sont un peu plus décomplexés. Ils ne s'excusent pas tellement. Et en effet, c'est une façon de vendre des portions plus petites et le consommateur s'en rend pas compte. Mais c'est légal parce que vous avez toujours un affichage de prix au kilo dans les rayons. Ce qui est obligatoire maintenant, c'est des prix au kilo. Donc si vous comparez en regardant les prix au kilo, et c'est ce qu'on conseille aux consommateurs, et bien entendu, on se fait moins avoir. Mais en effet, là, c'est vraiment une question de communication. Et si c'est dénoncé, c'est bien parce qu'en ce moment, il y a des négociations. Donc c'est pour dénigrer les marques qui l'ont fait. Rodolphe Bonas, ça concerne assez peu de produits dans nos hypermarchés aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, assez peu de produits. Savoir que cette technique était précédemment utilisée plutôt pour faire en sorte que l'industriel arrive à quelque part augmenter son prix sans augmenter la valeur faciale d'achat. Pour une raison très très simple, c'est que les consommateurs sont extrêmement attentifs au prix unitaire des produits qu'ils achètent. Et donc c'était un bon moyen de dire, bon, j'augmente mes prix, mais pour le consommateur, ça ne va pas augmenter le ticket de caisse. Là, ce mais Mathieu disait arnaque, enfin, ça y ressemble quand même sur beaucoup. Le principe, alors là, le point, c'est que la raison pour laquelle tout ce débat s'est fortement enflammé, c'est que, en fait, ici, on est dans une situation où c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que non seulement on a ce dispositif dans lequel on réduit les quantités, mais en plus, on va augmenter le prix. C'est-à-dire qu'on a un double effet qui se coule, c'est-à-dire on utilise le contexte de l'inflation pour dire, écoutez, on va augmenter nos prix de 10%, et à côté de cela, on va diminuer les quantités de 10%. Donc là, c'est vrai que l'addition est un peu salée à avaler pour les consommateurs. Alors, pardon, parce qu'il va y avoir plein d'anglicismes dans ce débat. Il y en a un autre, Eric Heyer, c'est la greedflation. Alors là, c'est le mot avidité en anglais. De quoi on parle ? Normalement, généralement, vous augmentez les prix à peu près à due proportion de l'augmentation de vos coûts, les coûts salariaux ou les coûts des consommations intermédiaires pour garder des marges à peu près identiques. Là, ce qu'on constate, alors pas partout, mais dans beaucoup de secteurs, c'est que là, les prix ont augmenté beaucoup plus que les coûts. Et donc, ça veut dire que des entreprises répercutent des hausses plus importantes que pour augmenter les matières premières qui leur coûtent plus cher, etc. Exactement. Et ça, on le voit notamment dans l'industrie agroalimentaire où les taux de marge dans ce secteur a fortement bondi. Vous voyez, si vous prenez comme référence plutôt 2018 que 2019, pourquoi ? Parce que 2019, il y a eu le double CICE, c'est un peu compliqué, ça a augmenté. Mais donc, prenons le cas par rapport à 2018. Aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire, ils sont 7 points de marge au-dessus. Donc, vous voyez, c'est assez remarquable. Dans l'énergie, ils sont plutôt aux alentours de 18 points de marge au-dessus. Donc, c'est assez gigantesque. Et donc, ça alimente l'inflation. Et quand vous regardez juste la dernière année, le facteur qui explique le plus, qui contribue le plus à l'augmentation des prix, vous avez soit les coûts salariaux, soit les consommations intermédiaires, soit les taxes, soit les marges. Et ben, ce sont les marges. C'est les marges qui expliquent le plus la contribution au prix de production, enfin au prix de production. Ensuite, après, dans ces prix de production, il y a une partie qui va dans les prix de consommation. Donc oui, effectivement, ça, c'est pas que français, puisque la Banque Centrale Européenne l'a indiqué très clairement en disant attention, en Europe, la greedflation est sans doute un des éléments qui explique le plus l'inflation. Autre anglicisme, je vais essayer de pas anglisser partout, j'en ai mis 3 en 5 minutes. Name and shame, ça veut dire quoi ? Nommer une entreprise, la dénoncer pour qu'elle ait honte. Là, ça peut marcher pour l'arnaque sur les emballages et le poids ou le prix du produit, et pour ça aussi. Bien sûr, ça marche pour tout, ça marche aussi. Mais est-ce que c'est fait ? Je vais vous rajouter un terme, un autre anglicisme, si vous permettez, c'est la cheap. Je m'excuse, vraiment, j'essaye de les chasser. On est vraiment désolé, mais ça s'appelle la cheapflation, mais c'est exactement le même dispositif. Donc là, c'est des produits qui sont de moins bonne qualité, vendus au même prix. Vous remplacez le beurre par la margarine, par exemple, vous faites de la cheapflation. Mais c'est pas parfois très difficile pour les consommateurs de l'identifier parce qu'il faut retourner là pour le coup, pas forcément voir le prix au litre, au prix au kilo, mais il faut regarder là les ingrédients qui constituent le produit. Mais vous avez tout à fait raison. Le name and shame, là encore un anglicisme, et c'est un petit peu ce que montrait ici et ce que fait Carrefour finalement dans ses rayons, c'est de mettre en exergue certaines marques
pour dire à ses consommateurs, attention, ici, selon nous, il dépasse les bornes. Alors dans ce débat, on essaye de savoir quelle est la marge d'action, les leviers d'action d'un gouvernement, en l'occurrence du gouvernement français. Anne-Catherine Loisier, je me tourne vers vous une première fois, puisque la Première ministre a annoncé vouloir interdire cette shrinkflation. Elle parle de procédés choquants, bon bah oui, et sauf que, en fait, si on regarde bien ce que nous propose Elisabeth Borne, elle dit marquer les produits concernés, les signaler aux consommateurs. Ça veut dire plutôt encadrer qu'interdire. Est-ce que ça suffit pour vous ? Comme l'a évoqué la précédente intervenante, c'est une méthode qui est aujourd'hui autorisée et qui est légale. Ce qui est choquant, c'est l'absence de transparence et quelque part peut-être la tromperie vis-à-vis du consommateur, qui souvent en fait a un prix psychologique en tête sur beaucoup de produits. Il y a le consommateur se fixe des montants plafonds, et pour rester sous ce prix psychologique, un certain nombre d'industriels ou de producteurs diminuent les quantités. Donc effectivement, la question c'est est-ce qu'il faut l'interdire ? Est-ce qu'il faut aller plus loin que ce que le gouvernement a proposé ? Non, je ne pense pas qu'il faille l'interdire, mais je pense qu'il faut qu'il y ait toute la transparence. Aujourd'hui, on sait bien que l'ensemble des consommateurs ne regardent pas forcément le prix au kilo ou la référence, et donc il faut qu'il y ait de la transparence pour que le consommateur, s'il tient ce produit et qui veut vraiment en acheter même en moindre quantité au même prix, il le fasse en toute connaissance de cause. Après, moi je voudrais dire quand même qu'entre parfois les prix pratiqués par les distributeurs et le prix de vente de l'industriel, nous, ce qui nous a été rapporté, en tout cas dans le cadre de nos travaux de suivi, c'est que c'est pas toujours la même chose et que parfois les distributeurs peuvent pratiquer des prix plus importants sur un certain nombre de marques, pour des motifs différents. Parfois c'est pour favoriser leur marque distributeur, mais je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas forcément incriminer systématiquement l'industriel qui a sa part de responsabilité, mais qui a aussi, ces dernières années, les industriels ont globalement fait face à des grosses chutes de leurs marges. Oui. Et aujourd'hui, dans un contexte... On y reviendra en détail, pardon de vous interrompre, mais on y reviendra un peu plus tard et je vous redonnerai la parole sur ce thème. Je reviens à la question de la marge de manœuvre d'un gouvernement, sur ces différents, je ne vais pas redonner tous les anglicismes, procédés qu'on a détaillés, mais c'était important de les détailler, je pense, au début de ce débat. Est-ce que c'est interdire la shrinkflation, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est totalement illusoire ? Aujourd'hui, il ne peut pas, puisque c'est un décret européen. Ça prendrait du temps en fait de faire remonter ça au niveau européen. Donc en effet, la seule chose qu'il peut faire, c'est de rendre obligatoire un affichage, qui annonce un changement sur le packaging. Mais obligé sur ce thème-là et pas sur d'autres thèmes, il faudrait l'obliger sur la composition, c'est compliqué, et donc je ne sais pas très bien ce que va proposer Elisabeth Borne. On va avoir beaucoup de choses à lire sur nos emballages. Si on commence Mais heureusement, plus la transparence... souvent, d'ailleurs, le QR code est une porte vers une transparence accrue. Mathieu, sur ce thème de l'inflation, vous voulez parler d'une conversion au sommet de l'État. Oui, alors sur le thème de l'inflation, sur le thème de la politique budgétaire, économique en général... Je vous propose de jouer au jeu des petites phrases. Qui a dit les super profits, je ne sais pas ce que c'est une notion qui n'a pas de sens. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, c'était il y a un an, devant la réunion des entrepreneurs de France, donc le grand raout du MEDEF estival. Maintenant, qui a dit nous voulons récupérer les surprofits qui ont été faits par les compagnies d'autoroutes ? Je crois qu'il est en photo juste derrière vous. Voilà, le même Bruno Le Maire sur LCI la semaine dernière. Alors vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai. Mais ce virage à 180 degrés n'en reste pas moins spectaculaire. Expliquez-nous, pourquoi cette volte-face ? Parce que le contexte politique a changé d'abord. Il y a un an, Emmanuel Macron venait de se faire réélire. Mais attention, il n'avait pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et la gauche, forte de son bon score législatif, tentait de pousser son avantage. Et elle n'avait que la taxation des super-profits à la bouche. De quoi donner des sueurs froides et au gouvernement et aux investisseurs. Un an plus tard, la donne a un peu changé parce qu'on est plus tellement dans l'affichage politique, mais dans le bouclage budgétaire. Et cette idée de taxer les entreprises qui profitent de la crise pour gonfler leurs marges ou pour faire des surprofits a fait son chemin, parce que ça permet de récupérer de l'argent sans trop de douleur, dans le cas des autoroutes en particulier. Mais la question des marges de ces profiteurs de crise est aussi devenue un argument pour faire pression, on l'a vu dans les négociations avec les industriels et les distributeurs,
Bruno Le Maire menaçait d'utiliser l'arme budgétaire. Il dit attention, il y a le budget qui se discute à l'automne, voilà. Pointer les bénéfices pour demander un effort, mais pas trop non plus pour ne pas faire trop peur. Bref, c'est une ligne de crête, mais qu'emprunte le ministre de l'économie désormais. Ouais, on peut dire qu'il joue quand même assez gros politiquement dans cette lutte contre l'inflation. Oui, parce qu'il en va de sa crédibilité de ministre de l'économie, bien sûr, mais aussi sans doute un peu de son avenir politique, lui qui rêve de 2027, même s'il le dit un peu moins fort que certains de ses collègues. Or, si la France n'a pas à rougir de son bilan en matière d'inflation, quand on la compare à ses voisins européens, ben, ça fait une belle jambe aux Français au moment de remplir son caddie, parce qu'il voit le ministre s'agiter, certes, mais il voit les additions flamber. Alors souvent critiqué par les oppositions et par les réseaux sociaux, qui l'ont même affublé du surnom de Bruno Demande, parce que Bruno Le Maire demande, mais ne contraint pas. Eh bien, le ministre de l'économie pourrait trouver avec cette taxation des surprofits, si jamais elle se fait pour les autoroutes et si jamais elle pouvait se faire sur d'autres secteurs, le surnom de Bruno Obtient, qu'il espère tant. Si on pouvait m'appeler Bruno Obtient plutôt que Bruno Demande, forcément. Mais cette conversion, en tout cas, elle n'est peut-être pas pour tout de suite. Pascal Hébel, la taxe sur les profits ou les surprofits des autoroutes, c'est peut-être la plus simple. Je mets plein de guillemets, parce que s'il y a des salariés de compagnie d'autoroutes, ils vont dire qu'est-ce qu'il nous dit celui-là. C'est peut-être la plus simple à mettre en place. Oui, c'est celle qui va pouvoir se mettre en place. On se souvient qu'il y avait eu la demande sur Total aussi, en fait, sur des groupes d'énergie. Peut-être que là, c'est aussi plus facile. La mettre sur les entreprises agroalimentaires, c'est un secteur qui est beaucoup plus éclaté, en fait. C'est beaucoup plus compliqué de définir quelle est l'entreprise qui aura... comment va se calculer, d'ailleurs, cette taxe, en fait. Si je reprends, les annonces qui avaient été faites par Bruno Le Maire avant l'été, on disait ça va commencer à baisser en septembre. On n'y est pas vraiment, donc pourquoi comment ça s'explique ? Je me souviens très bien du fameux pic de l'inflation, c'est-à-dire, ça y est, le pic de l'inflation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est un dispositif un peu compliqué quelque part, parce que, en fait, comme vous le savez, quand on dit l'inflation baisse, en fait, c'est pas finalement, elle ralentit. C'est-à-dire que les prix continuent malheureusement à augmenter, mais à un niveau qui est un peu moins vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments constitutifs de cette inflation qui sont, par exemple, les salaires qui vont pas rebaisser, donc mécaniquement, ou d'autres éléments qui font que ça ne rebaisse pas. Donc oui, ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur le front de l'alimentaire, on commence à avoir des baisses de prix sur certaines catégories de produits et plus particulièrement sur les marques distributeurs. C'est-à-dire que les marques distributeurs, vous savez, c'est ces produits qui sont élaborés en partenariat entre les distributeurs et des entreprises agroalimentaires de plus petite taille. Et donc là, oui, sur ce marché, on commence à avoir des prix qui commencent à baisser en rayon. J'ouvre une parenthèse parce que je voudrais bien répondre à une des questions que j'ai posées au début de ce débat. L'hypothèse de revenir au prix d'avant, ça marche jamais, ça. Non. Parce que je pense que c'est la question quand même le plus posée pendant les vacances, moi. C'est vrai, non, les prix, ça a été indiqué. Les prix, il y aura un phénomène de marge escalier. Les prix étaient ici, il y a eu l'inflation, ça les a mis ici, et là, l'inflation continue, mais moins fortement, donc ça veut dire que ça va progresser moins fortement. Mais vous n'allez jamais revenir là. Voilà, il faudrait qu'on rentre dans ce qu'on appelle de la déflation, c'est-à-dire que l'inflation négative. Mais il faut l'oublier, ça, vous voyez, parce que sur les matières premières, vous voyez, depuis à peu près 2008, effectivement, quand vous prenez les 19 matières premières qui sont échangées, qu'elles soient énergétiques, alimentaires, etc., il y avait bien effectivement des baisses de prix. D'accord. Ça marchait par palier. On était descendu d'à peu près 30% entre 2014 et 2019, et encore de 30%. Là, on est repassé au-dessus et ça ne va pas baisser. Vous voyez, donc on est... J'ai juste une question de Béotien. Le blé, il a baissé, par exemple. Oui, depuis le début de la guerre en Ukraine. Raison. D'accord, donc il y a un effet marge escalier, ça a un tout petit peu baissé, mais on est encore très au-dessus du niveau d'avant-crise. Et donc, ça dépend quel est votre référence. Si c'est il y a 6 mois, effectivement, ça a baissé. Mais si c'est l'avant-crise, la marge escalier est gigantesque. Et donc, ça va être ça. Et ça, je pense qu'il faut le garder macroéconomiquement. Les prix vont faire une marge escalier. Donc, il faut que les salaires suivent. Et alors, les revenus. Il faut que les revenus suivent. Les revenus. Et donc, les salaires... Vous voyez, le problème, c'est la rapidité et la hauteur de cette marge escalier. Vous voyez, il ne faut pas se prendre le pied dans la marge escalier. Il faut lever énormément la marche, la jambe. Et donc, du coup, les salaires, les entreprises nous disent c'est pas possible qu'on mette cette même marge escalier sur les salaires. Sinon, là, c'est la spirale qui s'enclenche parce qu'on va devoir le répercuter. Et donc, ça veut dire que l'État aide
soit par des primes et en défiscalisant un certain nombre de primes, soit par du revenu. Le problème, et ça je pense que c'est assez important, c'est que le jour où l'inflation revient à 2%, les prix ne seront pas revenus, encore une fois, elles auront continué à progresser. C'est là où on va dire, c'est bon, on est sorti de la crise, l'inflation est revenue, on peut enlever toutes les aides. Les primes ne seront pas reconduites et un certain nombre de dispositifs vont être aidés. Et c'est là où la marge d'escalier sur les revenus va être significative et c'est là où la crise sociale va arriver. Ouais. Anne-Catherine Loisier, sur cette question des revenus et des salaires, on a bien compris la distinction. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans sa capacité, parce que ce n'est pas le gouvernement qui décide, à faire pression sur les entreprises? Oui, je pense que globalement, en tout cas dans l'alimentaire, pour celles qu'on a pu interroger, la plupart ont pratiqué ou sont en cours de pratiquer cette augmentation de salaire autour des 4,5%. Il y a une autre marge d'escalier qui me semble importante, c'est toutes les contraintes liées au changement climatique. Par exemple aussi à la responsabilité par exemple au recyclage, vous savez, la loi AGEC. Responsabilité élargie du producteur. Ouais, voilà. Et tout ça va amener forcément, dès l'année 2024, des contraintes et des investissements supplémentaires pour ces entreprises. Ouais. Sur cette question des salaires, moi j'ai souvent entendu attention au risque de spirale prix-salaire. Il faut l'expliquer. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on hésite à augmenter les salaires aussi vite que les prix? Oui, quand on prend par exemple le prix d'une baguette, le prix du blé, c'est que 10% en fait. Donc en fait, tout le reste, c'est le salaire de ceux qui fabriquent le pain. Donc même si le prix du blé a été divisé par 2, c'est un peu le cas, eh bien les 90% du salaire du boulanger, si ça augmente, eh bien le prix de la baguette ne peut pas diminuer. C'est ça la spirale inflationniste, et c'est ce qui peut se passer, et c'est un petit peu ce que disent aussi tous les industriels de l'agroalimentaire, que l'énergie continue d'augmenter, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que le relais se fait par le prix du pétrole. Les prix de l'alimentation, en effet, ça commence un petit peu à baisser. Et donc, pour fabriquer des biens alimentaires, on a aussi de l'énergie et du salaire. Donc, forcément, c'est compliqué de baisser les prix. Et en termes d'impact du changement climatique, on sait que les récoltes, en fait, elles vont subir des à-coups tout le temps. Donc, ce n'est pas que les investissements pour la transition écologique. C'est qu'on va avoir des récoltes. On sait qu'il y a eu un dôme de chaleur encore au Canada. Donc, on va avoir encore des problèmes d'approvisionnement en blé, en tournesol et tout ce qui a touché, finalement, les hausses de prix. Parce que ce qu'on est en train d'annoncer, c'est que les Français ne verront jamais leur salaire augmenter dans les années qui viennent. Non. Parce que quand ça ne va pas, on ne peut pas les augmenter. Quand ça va mieux, il faut reconstituer les marges. Et quand ça va mieux, il ne faut pas déclencher l'inflation. Non, mais c'est important. Il va falloir qu'au bout du bout, les salaires aient progressé de la même manière que les prix avec la marge d'escalier. Le problème, c'est la rapidité dans laquelle vous allez. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les salaires ont progressé en nominal, mais moins que l'inflation. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat. Et donc il va falloir que pendant des années, les salaires progressent plus vite que l'inflation pendant un certain nombre d'années pour récupérer. Là, pour l'instant, on a perdu à peu près 2,5 points. Il faut récupérer 2,5 points. L'idée, c'est à quelle vitesse. Si vous le faites trop vite, il y a une spirale inflationniste, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, ça provoque une récession. Donc il faut le faire en douceur. Alors, il y a une proposition, et je vais vous demander de réagir à cette proposition. C'est pas très nouveau, mais bon voilà, c'est François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme, qui propose d'indexer les salaires sur l'inflation. On l'écoute. Première proposition, indexation des salaires sur l'inflation. Ce qui existait jusqu'en 1982, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le SMIC. On peut estimer que peut-être jusqu'à 2 000 €, ça augmente automatiquement. Première chose. Et le travail payera mieux. Deuxième chose, un blocage des prix temporaire. Je le dis quand on interroge les économistes, le blocage des prix dans la durée, ça ne marche pas, ça finit par craquer. Mais un blocage des prix temporaire gère une situation. Rodolphe Bonas, je commence par la fin. Blocage des prix temporaires. Illusoire, possible à mon avis, illusoire. Et on tombe un peu, pour moi, dans un peu si vous voulez, la chimère de dire finalement, pour sortir d'une situation de crise comme celle-ci, le seul moyen, c'est encore plus de mesures, j'allais dire, d'un commerce administré. Or, plus vous encadrez, plus vous administrez le commerce, moins, quelque part, vous pouvez obtenir le jeu de cette fameuse libre concurrence. Et on le voit bien, le gouvernement s'y est un petit peu cassé les dents, parce que quand Bruno Le Maire annonce
qu'il souhaite avancer les dates de négociation commerciale entre distributeurs et industriels. C'est simplement qu'il explique que l'administration, l'organisation de ces négociations, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il anticipe les choses. Le libre commerce, c'est ce qu'on décrivait au tout début du débat, des marques qui en profitent pour augmenter leur marge ou réduire le poids des produits proposés au même prix. Mais heureusement qu'on administre un peu, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. C'est important que ce soit encadré. Ouais. Ça, il n'y a pas de débat. Et l'encadrement est un élément important. Mais l'administration, c'est-à-dire le fait de rentrer dans quelque chose de tellement dogmatique que finalement la loi du marché ne s'applique plus, je pense qu'à mon avis, il faut y faire attention. D'accord. Alors je vais aller dans votre sens. Là, j'ai critiqué votre avant, mais je vais aller dans votre sens aussi. C'est vrai, Pascal Ebel, qu'on a pris cette habitude, depuis, on va dire, le Covid, d'avoir un gouvernement qui est sommé de trouver une réponse économique à tout. Et une loi ou une mesure dès que l'inflation augmente ou que, etc. Donc, oui, c'est compliqué. Jusqu'où on peut aller dans une économie administrée. Donc voilà, je reprends un peu votre argument. Oui, non, c'est vrai que le citoyen a du mal à comprendre parce que pendant le Covid, on a pu finalement donner beaucoup d'aide, mais ça s'est fait dans tous les pays. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un marché international et qu'il faut en effet que nos mesures ne nous pénalisent pas plus par rapport à l'extérieur. Donc c'est un peu ça qui est difficile à comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce sujet de l'alimentation où il n'y a pas eu d'aide en fait, alors qu'on a eu des aides, des chèques pour la partie énergie et que cette inflation sur l'alimentation, elle est plus tardive qu'ailleurs d'ailleurs, que dans les autres pays européens, et elle se fait après la hausse de l'énergie. Donc tous ceux qui... En fait, ce qu'il y a de difficile, c'est que ça ne touche pas les mêmes parties de la population. Donc les segments de la population qui ont des familles, qui ont des enfants, ont une inflation, l'INSEE l'a mesuré, il y a 4,5% d'écart. On n'est pas égaux devant l'inflation. Devant l'inflation. Donc quand il y a les foyers qui vivent en région parisienne, c'est 4,5 points de moins dans l'agglo parisienne que ceux qui vivent dans les zones rurales. Et les plus jeunes, c'est une inflation aussi qui est plus faible que ceux qui sont plus âgés. Parce que ça concerne tous les Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, par exemple. Oui, c'est l'un des arguments. Et puis que le poids du logement est plus important quand on se chauffe et qu'on a une grande maison. Et on a un poids de l'alimentation beaucoup plus élevé quand on a une famille que quand on vit tout seul. On va parler d'essence dans un instant, mais ça veut dire, Éric Heyer, qu'il faut des mesures ciblées et pas des mesures globales, c'est ça? Oui, parce que le blocage, pourquoi pas? D'ailleurs, si on bloque, on peut indexer, ça rentre entre nous. Parce que du coup, vous revenez à la proposition de François Ruffin. Donc en fait, ok. Mais sinon, vous voyez, face à cette crise, vous avez deux solutions. Soit on encadre les prix, c'est ce qu'on a fait nous en France, on a mis un bouclier. Soit les autres pays, en fait, ont laissé l'inflation, mais ils ont donné un chèque à leurs citoyens ou à leur entreprise. D'un point de vue budgétaire, c'est la même chose. La question qu'on doit se poser, c'est qui paye? C'est la même chose, c'est l'État qui paye. La question, c'est est-ce qu'on utilise mieux l'argent public en laissant l'inflation et en compensant les personnes? Alors l'avantage, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que vous pouvez cibler à qui vous donnez et à qui vous donnez pas, alors que quand vous encadrez et que vous bloquez pour tout le monde, y compris pour des ménages qui n'en ont pas besoin. Donc en termes de ciblage, on préfère la stratégie, on va dire, allemande. En revanche, la stratégie française a un intérêt tout de même, c'est-à-dire de bloquer, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que les salaires du coup progressent moins vite qu'ailleurs, puisque l'inflation a été plus faible. Et quand vous le faites pendant 2 ans et demi, ça fait que des niveaux de salaire aujourd'hui, en France, sont 5 points en dessous du niveau de salaire allemand. Ça fait des petits gains de compétitivité à terme. Donc en gros, c'est un peu une stratégie CICE, compétitivité, en bloquant les prix. Mais il y a tout de même la question, qui paye? Et là, c'est les finances publiques. Ce que veut le gouvernement, c'est bloquer sans que ça soit les finances publiques qui payent. Et donc, il demande de faire justement des ventes à perte, etc. Justement. Voilà, vous êtes trop fort, vous m'offrez la transition parce que c'est le thème de la chronique de Quentin Calmet tout de suite. Il va me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Quentin. Effectivement, c'est l'annonce du week-end. Bienvenue. Gouvernement qui souhaite autoriser temporairement la vente de carburant à perte. Je le disais tout à l'heure, ça nous ramène quand même 60 ans en arrière, 1963. C'est cela, Thomas. En fait, ce qu'on comprend, c'est que l'exécutif espère faire baisser les prix, mais sans sortir le carnet de chèques. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans de nombreux départements, le prix du litre qui atteint presque les 2 €. C'est la situation que vivent de nombreux Français en ce moment quand ils font le plein. Et en plus, la situation pourrait empirer dans les prochains mois. Les pays producteurs ont déjà annoncé avoir décidé de réduire le nombre de barils sur le marché afin aussi de maintenir
leur niveau de rente. Et donc, on a vu effectivement ce week-end dans Le Parisien, la Première ministre annoncer revenir sur la loi de 1963 qui interdit la vente à perte. Elle a dit « Je vous annonce qu'à titre exceptionnel, sur le carburant et sur une période limitée de quelques mois, nous allons lever cette interdiction, ce qui permettra aux distributeurs de baisser davantage les prix. Avec cette mesure inédite, continue-t-elle, nous aurons des résultats tangibles pour les Français sans subventionner le carburant. » L'idée serait donc, Thomas, d'autoriser les distributeurs à vendre moins cher que le prix d'achat. La mesure devrait être ajoutée à un projet de loi qui sera présenté dans les prochaines semaines au Parlement. Écoutez les précisions ce matin du ministre de l'économie sur France 2. Effectif à partir de début décembre, j'espère le 1er décembre, puisque le texte de loi sera examiné à l'Assemblée début octobre. Le temps qu'il soit adopté, cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre. Et pour combien de temps ? Elle durera 6 mois, en tout cas c'est la proposition que nous ferons aux parlementaires, et ça permettra effectivement de trouver, en fonction de ce que les distributeurs peuvent faire, des carburants moins chers partout en France. C'est ça notre objectif. Alors ça fait naître plusieurs questions. D'abord, que vont devenir les petites stations indépendantes ? C'est vrai que c'est la question. Thomas, regardez comment se compose le marché en ce moment en France. Les stations-service sont détenues à moitié par la grande distribution. 5200 des 11 000 stations appartiennent à ces enseignes comme Intermarché ou Carrefour. 3400 sont gérées par Total et environ 2500 sont indépendantes. Ces indépendants, justement, ils fustigent la mesure. Regardez leur représentant qui s'est exprimé dans les colonnes du Figaro. Baisser les prix. Chez nous, c'est impossible. Nos stations se font à 1 ou 2 centimes net de marge et en amont, les distributeurs se font des pouillèmes de centimes. Donc c'est aussi petit qu'un pou. Oui, voilà. D'accord, je connaissais pas ce mot. Moi non plus, mais je l'ai appris en lisant cette interview. Parfait, merci Avant de nous vendre le carburant, on ne pourra pas s'aligner, disent les indépendants. Et même dans les autres enseignes, les experts du secteur sont sceptiques pour les autres enseignes parce que les moyennes et les grandes surfaces font des marges assez faibles sur le carburant et donc elles pourraient finalement répercuter les baisses de prix du carburant sur leurs autres produits. Ce qui est certain, Thomas, c'est que ça prépare une guerre des prix à partir du mois de décembre. Merci beaucoup, Quentin. Rodolphe Bonat, je me tourne vers vous. C'est la grande distribution potentiellement qui pourrait appliquer ces ventes à perte ? Oui, ce sont les seuls qui ont les moyens par d'autres revenus d'arriver à financer ces baisses et ces ventes à perte. Alors je dois vous avouer qu'en tant qu'observateur du milieu, je suis absolument abasourdi, parce que on revient sur un dogme, c'est-à-dire, vous savez qu'en France, la vente à perte est très encadrée normalement, parce que seuls pendant les périodes de solde, les commerçants sont autorisés à vendre leurs produits à perte. Donc là, aujourd'hui, il faudrait imaginer qu'une enseigne de grande distribution utilise l'essence comme étant un tracteur de trafic, si vous voulez. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, l'essence dans les grandes et moyennes surfaces est vendue, comme on appelle, à prix coûtant, de façon à dire, on n'a pas de marge dessus. Maintenant, je vous donne juste un chiffre. Il faut savoir qu'un hypermarché, c'est à peu près 30 000 litres d'essence vendue par jour. Donc vous faites vite le calcul. Si jamais on décide de baisser de 10%, ça fait 3 000 euros par jour, de 10 centimes, pardon. Si ça fait 20 centimes, ça fera 6 000 euros par jour. C'est quasiment intenable de tenir sur la durée. Donc on n'est peut-être pas à l'abri de une ou deux opérations commerciales un peu fortes sur très courte durée pour créer beaucoup de trafic, mais ça ne sera pas durable. Alors, ça ne tient pas économiquement. Une autre réaction d'un membre du gouvernement sur cette mesure, c'était Olivier Véran sur RTL hier, sur on va dire la ristourne potentielle. Il s'est peut-être un peu emballé, on l'écoute. Ce que propose la Première ministre, c'est pragmatique. C'est-à-dire ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, lors d'opérations spéciales par exemple, pourront vendre de l'essence à prix cassé, mais vraiment cassé. On parle quasiment d'un demi-euro potentiellement de moins par litre. Possible. Ça vous a un peu fait rire. Ça n'atteindra jamais ce niveau-là, Éric Lier ? Jamais dire jamais. Vous avez raison, j'aurais dû poser la question différemment. C'est improbable. En tout cas, c'est très peu probable. Et tu vois, la question, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé un anglicisme, mais là, à nouveau, mais il n'y a pas de free lunch. Il y a bien quelqu'un qui va payer ça. Vous voyez, alors c'est soit ça, l'État. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, il y a certains qui peuvent se passer, mais ça va, soit ils vont le répercuter dans d'autres prix, soit ça veut dire que ça va se payer sur des indépendants. Donc attention. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, entre nous, le faire, alors que le prix du baril, il n'est pas non plus extrêmement élevé. Vous voyez, on tourne aux alentours de 90 et il ne va pas baisser. Donc ça veut dire quoi ? Il a été beaucoup plus haut que ça. Il a été nettement plus haut. En 2008, il était à $120 pendant la crise. Donc on comprend
comprend pas l'urgence de ce point de vue-là, parce que vous voyez, si à chaque fois qu'il a 90, on autorise de la vente à perte, alors ça, on va dire, ça va être la nouvelle norme. Mais on va autoriser systématiquement. C'est-à-dire que là, on est en train de s'habituer au 1,99 chez Total qui ne bouge jamais. Donc le jour où ça dépassera les 2, tout le monde va y aller. C'est absolument pas une solution à long terme. Et donc, on n'est pas dans une crise comme on a pu l'être il y a même 1 an ou 2 ans. On est sur une mesure juste politique avec 2 sujets très cristallisants. 1, l'alimentaire, parce qu'on fait ses courses 1 à 2 fois par semaine. Et 2, l'essence, parce qu'on y va 1 à 2 fois par semaine. Et ça, le gouvernement doit s'y attaquer parce que c'est ce qui fait mal aux Français. C'est pas forcément ce qui pèse le plus loin, mais c'est ce qui fait mal aux Français. Donc il faut une réponse politique. Anne-Catherine Loisier, votre avis sur ce retour à 1963, est-ce qu'il faut revenir 60 ans en arrière là? Oui, non, je suis aussi dubitative que les intervenants, parce qu'effectivement, qui va payer je crains que, comme en parallèle, on parle de revenir sur l'encadrement des produits d'hygiène et alimentaire, eh bien, ce soit effectivement la contrepartie. Et puis, par ailleurs, je suis étonnée parce que sur l'alimentaire, eh bien, le gouvernement préconise un seuil de revente à perte plus 10, puisque le sujet sur lequel le Sénat interroge depuis quelque temps, puisque là, sur tous les produits de grande consommation alimentaire, on pratique le seuil de revente à perte plus 10 obligatoirement. Donc il y a quand même un paradoxe, comme le disait votre intervenant, à proposer des ventes à perte sur le carburant et à proposer des ventes avec seuil de revente à perte plus 10 sur l'alimentaire. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous toujours sur cette question, Pascal Ebel. Ce que j'ai bien compris, mais je voudrais qu'on soit précis, le risque, et il faudra que les consommateurs soient vigilants, j'allais dire aware, mais on a dit qu'on arrêtait les anglicismes, soient vigilants sur les prix, c'est-à-dire que ce qu'ils vont gagner à la pompe, ils vont peut-être le perdre sur les produits cosmétiques, par exemple. Attention, faites bien attention dans vos courses. Oui, c'est comme ça que fonctionne la grande distribution. Il faudra bien que la grande distribution récupère de l'argent quelque part. Quand ils font des promotions, c'est qu'en effet, ils gagnent sur un autre rayon, et on sait que souvent, c'est sur les fruits et les légumes où les prix sont plus élevés que ce que coûte le produit. Donc, si ils y arrivent, eux, c'est bien parce qu'ils vont récupérer sur d'autres produits. Et comme ça vient d'être dit en ce moment, et c'est ce qui va se passer aussi dans le cosmétique, c'est qu'on fait des lois pour que on soit à 10% au-dessus du seuil de vente à perte, ce qui a été fait pour mieux rémunérer les agriculteurs et mieux rémunérer les industriels du côté des cosmétiques. Donc en effet, on ne comprend pas bien pourquoi pour le pétrole, on autoriserait une vente à perte, alors que dans d'autres secteurs, on pourrait faire un stop sur la loi Egalim plutôt. On pourrait se dire, on fait une exception sur une loi qui est récente et qu'on arrêterait pendant quelques temps. Et ça permettrait d'avoir des prix alimentaires qui baisseraient vraiment. C'est le thème dont je voulais parler maintenant, la loi Egalim. Et je me retourne vers vous, Anne-Catherine Loisier, puisque vous êtes rapporteur du comité de suivi de cette loi Egalim au Sénat, qui prévoit, on va dire, alors je vais la simplifier, mais meilleure rémunération des producteurs, rééquilibrage des relations commerciales entre industriels et distributeurs. Est-ce qu'elle a rajouté de la rigidité finalement et peut-être un peu d'inflation à l'inflation aujourd'hui ? Oui, ça a été évoqué. Nous, c'est ce que nous avons pointé dès 2018, dès l'examen de la première loi Egalim. C'est en fait ce risque d'effets collatéraux. Les distributeurs ayant cherché ailleurs les efforts qu'on leur demanderait sur les produits alimentaires. Et en fait, on a vu s'enchaîner les lois, puisque là, la loi qui va arriver ne portera pas que sur l'alimentaire, mais on l'appelle d'ores et déjà l'Egalim 4, pour essayer à chaque fois de corriger les abus, les effets collatéraux, voire même les contournements d'un certain nombre d'industriels. Donc je partage l'avis qui a été évoqué, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on va trop loin en matière de législation, et d'ailleurs, elle est unique en Europe, cette législation Egalim. Nos voisins n'en ont pas. Alors on peut commenter l'inflation chez nos voisins. Est-ce que finalement la loi Egalim et tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place se sont révélés efficaces ? En tout cas, nous, au Sénat, on s'interroge là-dessus et depuis l'année dernière, on souhaite avoir plus de transparence là aussi sur la manière dont sont utilisées les sommes récoltées entre guillemets par les distributeurs dans le cadre du SRP plus 10. Nous n'avons toujours pas cette information. Ils devaient remettre des rapports au gouvernement au 1er septembre. SRP, seuil de revente à perte, voilà, c'est ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ils devaient faire un bilan et donner le détail de l'utilisation de ces sommes. Est-ce qu'elles vont effectivement aux agriculteurs comme c'était prévu initialement ? Nous n'avons toujours pas ces éléments.
D'accord. Votre avis, parce que je voulais réagir. Bien sûr, moi, je partage sur le fait qu'aujourd'hui, cette loi Egalim, elle a montré ses limites. Je vais vous donner 2 chiffres. Il faut savoir que l'encadrement des promotions commerciales, vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une promotion commerciale qui dépasse 34%. C'est-à-dire vous pouvez avoir 2 produits achetés, le 3e gratuit, mais vous ne pouvez plus avoir un produit acheté, un produit gratuit. Ben ça, sur le pouvoir d'achat des Français, ça a pesé 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire que nous, on a une générosité des marques qui a baissé près de 1,5 milliard. Et on est en train de vouloir le remettre en œuvre, cette fois-ci sur les produits non alimentaires, avec la fameuse loi des croisages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi. Et c'est la même chose, c'est-à-dire on va encadrer le système. Et au bout du bout, nous, les consommateurs, on risque de payer certains produits plus chers. Je reviens à la loi, la partie, on va dire, alimentaire. L'objectif, c'était de mieux rémunérer les producteurs, les agriculteurs, si je simplifie. Est-ce que ça a marché? Alors, c'est extrêmement compliqué à lire, parce que c'était un dispositif de ruissellement. L'idée étant de dire, finalement, on arrive à collecter plus de marge sur des produits, en particulier les grandes marques nationales, les fameuses pâtes à tartiner, les sodas ou autres lessives, de façon à faire en sorte que cet argent qui fabrique de la marge sur la vente de ces produits, puisse aller directement aux agriculteurs. C'est très difficile à lire. Le seul élément sur lequel on est certain que l'argent va dans la poche des agriculteurs, malheureusement, c'est l'année 2022 qui nous permet de le lire, parce que pour une fois, les marges de nos agriculteurs ont augmenté. Uniquement pourquoi? Parce que les produits des matières premières brutes ont fortement augmenté sur l'année 2022. Alors là, pour le coup, quand les cours sont élevés, les agriculteurs gagnent. La stratégie du ruissellement, très honnêtement, aujourd'hui, on n'y voit toujours pas clair. Alors, je reste sur la question des agriculteurs, parce que là aussi, on est au cœur d'un débat sur l'inflation. L'un des effets de cette inflation, c'est que les Français, beaucoup de Français, et on les comprend, ils achètent plus de produits d'entrée de gamme, Éric Heyer. Et les agriculteurs français ne sont pas les mieux placés sur ces produits d'entrée de gamme. Donc, ils nous disent, attention, on est en train de perdre des parts de marché à toute vitesse. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Est-ce qu'ils forcent un peu le trait? Enfin, on le saura avec certitude dans quelques mois, mais oui, je pense qu'il y a effectivement, et ça, c'est pas très bien analysé par l'INSEE lorsqu'il mesure l'inflation, parce que vous voyez, l'inflation, c'est on prend le panier de consommation du ménagère et on regarde comment ça a augmenté. Mais si vous changez énormément votre structure de consommation, l'INSEE ne le fait pas attention parce qu'il ne change pas le panier régulièrement, et donc possiblement, là, on surévalue l'inflation. Par rapport oui, pour une fois, on peut dire une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a un peu moins d'inflation parce qu'on est allé effectivement chercher des produits d'une qualité inférieure et donc d'un prix inférieur. Mais effectivement, il n'y a encore une fois pas de free lunch, il y a bien quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un-là, c'est effectivement l'agriculteur français qui n'est pas dans le bas de gamme, mais plutôt dans une gamme assez élevée. Avec des conséquences de santé publique, Pascal Ebel, il faut quand même dire ça aussi. Oui, alors tout à fait. Ce sont des produits de moins bonne qualité, peut-être moins de consommation de fruits, de légumes parce qu'ils coûtent plus cher. C'est un peu ce qu'on voit depuis plusieurs mois? Oui, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on a une inflation trop forte, on diversifie beaucoup moins son alimentation. Et alors qu'on avait réussi à faire augmenter les consommations de fruits, de légumes, aujourd'hui, ça diminue, en fait. On voit bien qu'en effet, il y a des imports qui sont plus importants. Par exemple, sur la viande, le cheptel a beaucoup diminué. Et on importe beaucoup de produits sur la viande, c'est du steak haché qui est consommé. Donc en effet, ce n'est pas les morceaux les plus intéressants qui sont en hausse. Donc il y a vraiment cette question de long terme qui est qu'en ayant une inflation forte pendant longtemps, les Français vont moins bien manger, ils augmentent leur consommation de féculents, c'est ce qui permet de se nourrir pour pas cher, et donc on va manger moins de produits qui nous permettent d'être en meilleur état de santé, et donc on va le payer dans quelques années. On sait que les enfants mangent moins bien, vont manger tous les jours la même chose, et donc finalement on ne tient pas compte de ces effets-là de long terme de mauvaise alimentation qui se fait en ce moment. Ça se rejoint, Rodolphe Bonas, le bio est en train de prendre une gamelle, pardon, c'est un peu trivial, mais enfin, des très très grandes difficultés pour le bio. Le bio est en forte baisse, et malheureusement, là encore, pour le coup, si vous me permettez de encore tirer la sonnette d'alarme pour ces agriculteurs que l'on a poussés vers la transition du bio, qui ont mis 2-3 années à investir des dizaines, voire même centaines de milliers d'euros pour passer en agriculture bio, et aujourd'hui qui se retrouvent à vendre du lait, entre guillemets, bio, au prix du traditionnel. Là, je pense qu'il y a urgence. Là, pour le coup, il faut vraiment s'occuper de ces agriculteurs-là. Mais oui, vous avez raison, les consommateurs, aujourd'hui, eh bien, finalement, arbitrent, et malheureusement pas toujours dans le sens de la qualité. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était vraiment passionnant. On a appris beaucoup de choses grâce à vous et pas seulement des anglicismes, je m'en excuse. Encore une fois, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et notez que François Patria, le président des sénateurs Renaissance, sera l'invité. Doriane Mancini, demain 8h dans la matinale. Belle soirée.